Bienvenue dans Miracle en devenir, le podcast dédié à toutes celles qui traversent le difficile chemin de l'infertilité. Ici, nous donnons la parole à des femmes incroyables qui, malgré les obstacles, poursuivent leur rêve de devenir maman. Aujourd'hui, je reçois Aline. Pendant 6 ans, Aline a traversé une infertilité inexpliquée. Des inséminations, des traitements, une FIV, un corps qui résiste à la grossesse alors que tous les examens sont normaux. Mais derrière cette infertilité, il y avait une histoire que son corps n'avait jamais oubliée. Une agression vécue à 17 ans, une question de sécurité profonde, et ce moment où son corps a commencé à prendre du poids, au moment même où les inséminations ont débuté. Dans cet épisode, on va parler de trauma, de protection, et de ce qui se passe quand un corps passe enfin de la survie à la sécurité. Aujourd'hui, Aline est enceinte. Bienvenue Aline. Merci. Bonjour Marine. Dis-moi, est-ce que tu sais du coup le sexe de ton enfant aujourd'hui ou pas encore? Pas encore. Puis on souhaite ne pas le savoir jusqu'à la naissance. Ah ok, ça marche. Du coup, bienvenue Aline. Quand vous commencez les essais bébés en 2020, c'est ça? Comment tu imaginais les choses? Je pensais que ça allait assez rapidement, que j'allais tomber enceinte rapidement, que tout allait bien se passer, que je n'allais pas passer par toute cette PMA, toute la FIV, etc. Je pensais vraiment que ça allait assez vite et du coup, non, ça s'est passé autrement. Pas comme Ok. les autres femmes, si je peux dire ça comme ça. À quel moment t'as compris du coup que ça allait pas être simple? Quand ça avait passé 1 an et demi, presque 2 ans que j'avais arrêté ma pilule et du coup que j'étais toujours pas enceinte. Du coup, qu'est-ce qui se passait dans ta tête? Beaucoup de questions. Pourquoi ça marche pas? Pourquoi moi? Mhm. Pourquoi nous? Pourquoi c'est pas facile comme les autres? Enfin, beaucoup de questions. Du coup, t'as passé 2 ans, tu dis, en essai naturel, c'est ça? C'est ça, Et après ces 2 ans, du coup, il y a eu la PMA, hein? c'est ça. Ok. Comment t'as vécu du coup ces années de PMA, physiquement, émotionnellement? Les années PMA, c'était assez compliqué avec les injections, avec les traitements. Enfin, c'était des hauts et des bas. Enfin, vraiment des chutes émotionnelles. Je pense que quand on est bien entouré, ça passe un peu mieux. Mais c'est vrai que c'était assez compliqué pour moi et mon conjoint. Qu'est-ce qui était compliqué du coup? C'était compliqué parce que il y avait beaucoup de traitements. Il y a la prise de poids, il y a le changement physique quand même qui joue aussi un rôle. L'attente surtout, je dirais Mhm. l'attente entre nous 2. C'était beaucoup, enfin c'était assez compliqué cette période. Et dans votre entourage, du coup, ta famille et ton entourage, ils étaient au courant que vous viviez ça? Pas tout de suite. Qu'est-ce que tu as ressenti du coup face à cette infertilité inexpliquée? De l'impuissance et de l'incompréhension dans le sens, on comprenait pas d'où ça vient, tout était bon, les résultats étaient OK, enfin le spermogramme de mon conjoint était OK, mes résultats étaient aussi OK et du coup on comprenait pas pourquoi ça fonctionnait pas et d'être un peu dans le flou comme ça, c'est compliqué. Du coup, avant la PMA, je me rappelle plus, est-ce que tu avais vu des thérapeutes, des choses comme ça pour essayer de comprendre ou... Avant la PMA, j'ai vu personne, non. Ok. T'as jamais essayé du coup de naturo, de compléments, des choses comme ça? Alors les compléments, exemple l'acide folique, ça, on m'avait déjà prescrit du coup depuis le départ. Mais sinon, non, j'avais pas fait d'autre chose. Direct, t'es venu me voir du coup. Ça marche. Et du coup, pendant cette période-là, est-ce que t'avais l'impression que ton corps te trahissait? Oui, non. Enfin, oui, dans le sens que je faisais tout, en fait. J'ai l'impression d'avoir fait tout bien et du coup, ça venait pas. Donc, j'ai l'impression qu'il suivait pas puis que qu'il me trahissait. Et Mhm. dans un sens, non, parce que je me dis, c'est peut-être le chemin que je devais prendre pour Ok. avoir un bébé, du coup, puis être enceinte aujourd'hui. Si on part un petit peu sur la question de la prise de poids, on l'avait pas trop étudié du coup en séance ensemble, mais on peut peut-être apporter des pistes aujourd'hui. Donc tu as pris du poids au moment des inséminations, c'est ça? C'est ça. Dès que j'ai commencé le traitement, j'ai commencé à gonfler, en fait, de partout un peu. Et ça m'a Ok. fait prendre du poids. Je pense qu'il n'y a pas que l'inspiration, il y a pas que le traitement, il y a aussi tout l'aspect derrière où on comprend pas, où on essaie un peu de manger pour un peu se réconforter. Enfin, mais je pense vraiment aussi que les hormones et tout ça m'ont vraiment fait gonfler. Bon, déjà à Mhm. l'époque, quand je prenais la pilule, quand j'étais plus jeune, je gonflais direct. Donc j'ai dû changer 36 fois de pilule. Ok. Mais, euh, mais je pense aussi à cause du traitement. D'accord. Comment tu l'as vécu du coup cette prise de poids avec le traitement? Mal. Mal, c'était dur, de voir son corps changer. Alors oui, j'étais prête à être enceinte parce que, bien sûr, on prend Mhm. du poids, bien sûr, en étant enceinte. Mais là, le fait de prendre du poids et de pas avoir de récompense, entre guillemets, c'était assez complexe. Ouais, ça faisait la double peine quoi. C'est ça. Ça venait Ok. pas, je prenais du poids, donc c'était compliqué.
J'imagine. Est-ce que tu avais l'impression que ton corps se transformait peut-être malgré toi? Je sais pas, je ne saurais te dire. Peut-être, peut-être pas, je ne sais pas. Et du coup, cette prise de poids, pour bien comprendre, elle a commencé au moment des inséminations, hein, c'est ça? C'est ça, ouais. Avec le recul, est-ce que tu peux imaginer peut-être que cette prise de poids, elle a pu être une forme de protection en lien avec ces inséminations? Peut-être, oui, enfin, dans le sens que ça protégeait mon corps en disant, ben, tu fais des inséminations, donc je devais prendre un peu de poids pour que ça fasse peut-être moins douloureux, enfin, avec les injections et tout, je sais pas. J'étais assez mince du coup à l'époque, et c'est vrai que je pense que c'est le fait de faire les injections avec les piqûres, peut-être que je me disais, ben, si je prends un peu de poids, j'aurai un peu plus de tchitch, du coup, ce sera un peu plus facile pour faire les injections, etc. Ok. Si on peut amener un petit éclairage au niveau décodage biologique, tu vois, la prise de poids, c'est associé au besoin de se protéger, tu vois, de l'extérieur, de mettre ouais, vraiment une barrière de protection entre nous, enfin nous à l'intérieur quoi, et l'extérieur. Comme si ton corps voulait créer une barrière, en fait, une enveloppe ou une sécurité supplémentaire. Est-ce que ça fait sens pour toi? Ça fait sens, oui. Ça fait sens, vraiment, d'être un peu dans ma bulle, puis d'être dans ma protection, en fait, envers le monde. Mhm. Et du coup, tu vois, le fait que ça arrive au moment où il y a ces inséminations là, qu'est-ce que ça vient rejouer dans ton corps? Est-ce que ça faisait écho à quelque chose de plus ancien dans ton histoire? De plus ancien, je dis avec les traitements et tout ça, enfin, peut-être, hein, peut-être le passé, puis qui est remonté un peu à la surface. Peut-être la protection dans le sens que je voulais me protéger de tout ça parce que ben j'avais peur, puis en même temps je me réjouissais de tout ça, mais j'avais peur. Ouais. Parce que du coup, tu vois, enfin, c'est vraiment comme ça que je l'analyse. En tout cas, donc, tu vois, il y a les inséminations qui se mettent en place. Du coup, c'est à ce moment-là que tu prends du poids. Du coup, c'est comme si ton corps, en fait, il réagissait aux inséminations parce que ça rappelle des choses, en fait, dans ton passé. C'est ça. C'est complètement ça. T'as totalement raison. Du coup, est-ce que c'est ok pour toi de revenir, donc pas sur ce qui s'est passé, mais sur le lien, tu vois, entre ton passé et ce projet bébé finalement? Oui, on peut revenir dessus, aucun problème. Je- Donc à 17 ans, du coup, ce qui se passe, c'est que tu vis une agression sexuelle. Oui. À ce moment-là, qu'est-ce qui a été le plus traumatisant pour toi? Ce qui a été traumatisant, c'est comment dire ça? De pas pouvoir protéger mon corps. Bon, ça me résume bien. Ok. Tu vois du coup le lien avec l'histoire de la protection et des kilos finalement? C'est ça. C'est clairement ça. C'est ça. Et en plus, du coup, enfin, ce qui a été compliqué, tu m'avais partagé en séance, c'est que vous n'avez pas utilisé de protection en plus, donc il y a eu cette peur de tomber enceinte finalement à ce moment-là, hein. Peut-être que j'ai fait un rejet de la grossesse à cause de ce que j'ai vécu du coup avec cette agression sexuelle. Mhm. Euh, enfin, j'ai pas pu faire quelque chose parce que c'était assez brusque et puis j'étais bloquée dans un autre pays, donc je pouvais pas prendre la fuite ni appeler de l'aide. Enfin, j'étais vraiment toute seule, donc compliqué. Du coup, tu penses qu'une partie de ton corps a associé la grossesse au danger? Je pense un peu du trauma, enfin de ce qui s'est passé, puis mon corps s'est protégé vis-à-vis de ça. Ouais. Quand t'es entré en PMA et que les procédures ont commencé, est-ce que certaines sensations ont réveillé des choses similaires du coup, vis-à-vis de cette agression? Oui, je dirais une ou deux fois, je me souviens plus. Euh, tous les contrôles, c'était compliqué. D'avoir des changements de gynécologue, c'était compliqué. D'être pas trop à l'écoute, c'était aussi compliqué. C'était complexe. Qu'est-ce qui était compliqué du coup, tu veux nous en dire plus? C'était compliqué parce que à chaque fois on changeait de gynéco. Puis une fois, j'ai eu un gynécologue vraiment très brusque, pas du tout professionnel. Au point où quand je suis sortie de la consultation, j'étais toute seule sur mon conjoint cette fois-ci. J'ai Mhm. changé les larmes de mon corps. Et j'ai même appelé du coup la réception pour dire que c'était super bien passé, que c'était. J'ai presque en fait revécu mon viol. Et, euh, et moi, c'était important que j'appelle du coup la réception pour prévenir du coup de ce qui s'était passé. Pas que ça arrive du coup à une jeune de, je sais pas, de 15 ans. Du Mhm. coup, c'était vraiment. J'avais le besoin en fait d'en parler. Donc tu parlais ouais, d'un gynécologue avec qui t'étais pas en sécurité, hein. C'est ça. Par rapport aux inséminations aussi, comment tu les as vécues ces inséminations? Les inséminations, au fond, je l'ai mieux vécu parce que j'avais mon conjoint qui était auprès de moi. Donc, j'étais pas toute seule. Mais c'est vrai que c'était compliqué avec le vécu que j'avais, quoi, du coup. Est-ce que quand tu vivais tout ça, du coup, quand t'as fait face à ce gynéco, pardon, et à ces inséminations, est-ce que t'as fait le lien avec cette agression à tes 17 ans ou comment c'était pour toi?
Sur le moment, avec les premiers rendez-vous et tout ça, j'ai fait aucun lien, en toute honnêteté. Mhm. J'ai pas fait de lien parce que c'était vraiment une période noire de ma vie où j'en ai vraiment souffert. Donc, je voulais pas que ça revienne à la surface. J'étais un peu dans le déni, je pense, clairement. C'est normal, Et, hein. euh, et je pense que j'ai fait le lien quand j'ai vécu ce trauma, enfin ce deuxième trauma entre guillemets avec ce gynécologue qui a pas pris la patience, qui était pas à l'écoute. Euh, et ça s'est super mal passé, donc ouais. C'est là, du coup, il y a ce lien qui s'est refait, qui est revenu à la surface un peu. C'est ça. Lui, je Est-ce que pense que tu j'ai dirais, développé. est-ce que tu dirais que ton corps était finalement en état d'alerte sans que tu t'en rendes compte? C'est ça. C'est clairement ça. Sur le moment, on n'a pas besoin de parler. Et je pense que c'est le corps qui se protège. On revient au même mot, la protection. Et c'est Et vrai je que t'ai c'est. jamais demandé, tiens, est-ce que du coup, quand t'as vu ce gynéco et que tu faisais ces inséminations, est-ce que t'avais des insomnies? Est-ce que t'étais en état d'hypervigilance? Comment c'était pour toi? Des insomnies, j'en ai pas trop eu. Enfin, oui. Enfin, le jour même que ça arrivait, bien sûr, j'ai pas dormi de la nuit. J'ai chialé quand j'ai retrouvé mon conjoint. Je l'ai appelé. Enfin, j'étais vraiment pas bien. Mais après coup, en fait, je suis quelqu'un qui arrive vraiment à se mettre dans sa bulle et se dire, ok, t'as vécu ça, tu te mets dans ta bulle et maintenant ça va. Enfin, le jour d'après, enfin, j'arrive à passer outre en fait. Bon, il m'a fallu Et- quelques années quand même pour passer outre. Hein. Ouais, j'imagine, C'est ouais. pas fait du jour au lendemain. Je pense qu'il m'a bien fallu 7 ans pour passer outre avec ce que j'ai vécu. Comment tu vivais le fait de recevoir du coup un sperme médicalisé, programmé, dirigé? Je trouve pas mes mots, mais ça a été rassurant parce que je sais que c'était le sperme de mon conjoint, bien sûr. Mhm. Du coup, puis il était auprès de moi, donc ça m'a rassuré. Mais c'était compliqué parce que du coup, ça me faisait un peu vivre ce que j'avais vécu du coup par mon passé. Mais je peux pas dire que c'était pas rassurant parce que j'étais quand même avec mon conjoint. Je pense qu'il serait pas été Mhm. là, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Ouais. Heureusement qu'il Donc, a pu venir du coup à tout ça, à tous ces rendez-vous et tout. donc il y avait ouais, un état un peu d'ambivalence. C'est ça. Est-ce que ça ressemblait plus à un acte intime du coup ou à quelque chose de subi? Je dirais presque subi. Dans le sens que puisque ça venait pas naturellement, ben enfin, j'ai dû être dans l'obligation en fait de passer par là en fait. Mhm. Pour notre rêve et tout, j'avais l'impression d'être obligée en fait de passer par là pour que notre rêve se réalise. C'est souvent hein, quand des femmes qui viennent me voir qui ont subi des agressions sexuelles et tout que les inséminations en fait ça vient finalement rejouer en fait ce qui s'est passé dans le passé même si ça a été enfoui du coup et qu'elles le vivent aussi comme quelque chose de subi parce que voilà il y a toujours cette mémoire en fait qui est là et qui vient ça vient vraiment en miroir en fait de ce qui a été vécu dans le passé donc ça fait sens pour moi. Clairement. Comme tu le dis, si c'était subi, en fait, c'est comme si ton corps, il avait pas le choix à ce moment-là, en fait. C'est ça. Il n'avait pas le choix et pour ben, créer notre famille, pour avancer dans la vie, pour ben, après toutes ces années que j'avais déjà arrêté ma pilule et tout, ben, je suis obligée de passer par là, donc je dois le faire pour pouvoir du coup créer notre famille. Et pour moi, c'est tellement important de créer notre famille, donc je réfléchissais, mais en même temps, je réfléchissais pas. Enfin, j'étais un peu dans le déni, puis en même temps, j'étais dans la réalité. Enfin, beaucoup d'émotions. Hmm. Est-ce que tu dirais finalement que ces inséminations, le parcours PMA, c'était vécu comme une sorte d'intrusion plutôt qu'une aide, en fait? Je dirais les deux. Dans le sens, oui, c'était une aide parce que bah, du coup, j'avais besoin d'eux, entre guillemets, pour tomber enceinte. Enfin, je pensais du coup. Enfin, puis du coup, c'est le cas parce que bah, par la suite, j'ai dû faire une FIV pour tomber enceinte. Mais puis dans un sens, c'était contradictoire à ce que j'ai vécu dans ma vie, dans le sens que je voulais pas passer par là pour tomber enceinte. Je pensais que ça allait Mhm. être plus simple, que j'allais passer un moment intime, dans toute la tranquillité avec mon conjoint, et du coup, bah, ça s'est pas fait comme ça. Finalement, il y a une période où tu as arrêté la PMA, c'est ça? C'est ça. Et pendant cette période-là, c'est là où on s'est rencontrés, c'est ça? Si je me souviens bien. Il me semble que c'est là, à ce moment-là qu'on s'est rencontrés. J'ai arrêté, je crois. Ça passe tellement vite les années. J'ai arrêté, je crois qu'on en avait parlé, mais je crois que j'ai arrêté ouais, un an et demi par là. J'avais ben, arrêté. Après, on avait essayé du coup de faire une insémination. On n'avait pas pu la faire parce que j'avais fait une hyperstimulation. Mhm. Du coup, on n'avait pas pu la faire. Après, on s'est dit, écoute, stop. C'est là que je t'ai rencontré, je crois, à ce moment-là. Et j'ai commencé la FIV du coup assez rapidement et tout s'est enchaîné en fait. Du coup, quand on se rencontre, est-ce que tu t'imaginais que j'allais te faire travailler sur ton passé? Pas du tout. Vraiment pas. Je pensais pas qu'on allait revenir enfin sur mon passé. Et je Mhm. pensais pas que c'était un, entre guillemets, un blocage pour que je puisse tomber enceinte. J'étais un peu dans Comment le déni.
On revient. Comment t'as vécu du coup le fait qu'on vienne guérir ce passé et libérer ce passé-là? Je pense que j'aurais pas pu le faire avec quelqu'un d'autre que toi. T'as toujours été dans l'écoute, t'as toujours été dans la bienveillance. Enfin, t'es une femme extraordinaire, donc je pense que j'aurais pas pu en discuter avec quelqu'un d'autre. Ça aurait été très compliqué. Tu m'as mis à l'aise, tu m'as vraiment, t'as vraiment fait ça dans la douceur, et je pense que c'est ça qui m'a permis de pouvoir en parler et de pouvoir guérir mon passé. Mm. Merci De beaucoup. pouvoir s'ouvrir aussi. J'imagine que ça doit être compliqué de s'ouvrir sur ça à quelqu'un en tout cas. C'est ça. Tu l'avais jamais fait avant du coup? Jamais. Et ben, pour te dire, il y a que mon conjoint qui sait ce qui s'est passé. Personne d'autre. Ok. Et en parlant de ce conjoint du coup, tu dis qu'il est ton garde du corps. Est-ce que ça Oui, change quelque chose dans ton corps d'être avec un homme qui sécurise? clairement. D'être avec quelqu'un qui est à l'écoute, qui est un peu protecteur et tout, ça me rassure pour l'avenir. Avec tout ce que j'ai vécu, je pense que j'ai besoin d'être avec quelqu'un qui est dans la protection. Mhm. Et ça me fait beaucoup de bien. En parallèle de ton passé, finalement ça venait resécuriser ton rapport avec l'homme finalement. C'est ça, c'est clairement ça. Puis il y a eu aussi cette demande en mariage du coup. Est-ce que ça a apaisé des choses aussi? Ça a apaisé parce que bah, je me suis sentie en sécurité. Pour moi, Mhm. la sécurité, c'est très important dans un couple. Puis pour l'avenir, enfin, je suis quelqu'un qui a besoin en fait de sécurité dans ma vie. Et le fait que bah, qu'il ait posé son genou à terre, ça m'a vraiment sécurisée dans le sens que je me suis dit, bon, bah, ok, il m'aime vraiment, il est vraiment là pour moi. Il me prouve encore qu'il veut construire quelque chose avec moi après toutes ces années de PMA, de parcours compliqués, mais qui nous a vraiment soudés, malgré tout. Et ça m'a vraiment rassurée de me dire que je suis sa future femme, qu'on va se marier du coup d'ici quelques mois. C'est que du positif. Du coup, il y a eu donc on a commencé de travailler. Je crois c'était ensemble, c'était cet été. Et ensuite, il y a eu donc on t'a conseillé aussi de changer de centre de PMA. Hein. Oui, Tu as retenté une FIV dans un autre centre. Hein. c'est ça. En gros, en fait, bah déjà, je viens de la Suisse. Et c'est vrai que bah moi, j'habite dans le canton du Châtel. Et ça me tenait à cœur d'être pas dans le parcours PMA, en fait, dans le canton du Châtel, parce que bah, du coup, je suis partie dans un autre canton, que je dirai pas le nom, du coup. Ça s'est pas très bien passé. Comme j'ai expliqué, du coup, pas à l'écoute, c'était très complexe. Mhm. Et en août, l'année passée, du coup, août 2025, il y a ma cousine qui m'a dit, ouais, faut que tu viennes, du coup, à Barcelone, il y a une super clinique pour la PMA, pour faire les FIV, etc. Et on a un peu parlé de tout et de rien. Et c'est vrai qu'en fait, elle a exactement le même parcours que moi. Exactement. Jamais tombée enceinte, jamais de fausse couche, enfin, exactement le même parcours que moi. Et elle m'a aidé du coup à prendre contact avec cette clinique. La clinique est vraiment incroyable. Ils parlent tous français. Enfin, on se sent à l'écoute, bienveillance, enfin, vraiment, vraiment top du top, j'ai rien à redire. Et ça s'est fait super rapidement parce que du coup, ben, on a eu 3 rendez-vous à Barcelone. On a eu un premier rendez-vous du coup en août, où on a fait des analyses sanguines, on a repris le spermogramme de mon conjoint. Et puis après, en octobre, j'ai commencé les injections pour la ponction du coup des ovocytes. Et puis après, on a eu la congélation. Et puis ben, j'ai eu ma fille en décembre. Et qu'est-ce qu'elle a donné cette FIV? Ben, ça s'avère que c'est positif. Aujourd'hui, je suis actuellement enceinte du coup de 3 mois et tout se passe bien. À part ben, les symptômes d'une femme enceinte, mais ça, ben, c'était le jeu aussi. Mais ça a fonctionné du premier coup et c'est vrai que avec tout le parcours qu'on a eu, on est vraiment super heureux que... Enfin, il n'y a pas de mots. Il y a pas Après de mots. 6 années, hein, c'est ça? C'est ça. Après 6 ans de parcours avec des hauts et des bas, ben, je suis enfin enceinte. Enfin, notre petit miracle s'est installé pour le bonheur de ces deux parents. Est-ce que tu dirais du coup que ton corps avait besoin de sécurité finalement avant de pouvoir accueillir la vie? Je pense que c'est clairement ça comme sentiment. Je pense que j'avais besoin en fait de faire toutes ces étapes pour pouvoir du coup avancer dans ce projet bébé. Si tu pouvais résumer du coup, de quoi est-ce que tu dirais que ton corps te protégeait? Je pense que mon corps, il me protégeait de l'extérieur, de tout. Je pense qu'il me protégeait de mon passé dû de ce que j'ai vécu. Et je pense que j'étais pas prête, même si je pensais que j'étais prête psychologiquement d'affronter tout ça. Qu'est-ce que tu dirais à la Aline de 17 ans? Aujourd'hui, je dirais que je comprends et que je compatis parce que ben, du coup, après tant d'années, c'est comme dans mon corps que j'ai vécu, enfin que t'as vécu du coup des choses très 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 difficiles, que c'est des choses qui t'ont marqué à vie, mais qu'il faut être forte
Et puis, il faut toujours avancer la tête haute, quoi qu'il arrive. Aussi qu'elle sera pas seule et qu'elle saura trouver les solutions dont elle aura besoin. Oui, puis que les ressources pour se guérir surtout. Parce que je pense que c'est pas... Il y a beaucoup de femmes qui disent, enfin, il y a 2-3 copines que je sais que ça arrivé. Bien sûr, elles savent pas que ça m'est arrivé, parce que j'ai pas eu le courage d'en parler. Et je pense que si c'était à refaire, déjà, je pense que je partirais directement à l'hôpital pour faire des analyses, etc. Malgré que la seule chose qu'on veut sur le moment, c'est de prendre une douche, parce qu'on se sent terriblement sale. En tout cas, c'est le souvenir que j'ai. Et si ça devait arriver à quelqu'un d'autre, que ce soit à n'importe quel âge, enfin, je partirais directement à l'hôpital pour tout dire, ce que j'ai sur le cœur, de prendre le courage à deux mains, alors que j'avais pas ça à l'époque. Je pense que je ferais les choses différemment pour me guérir plus vite. Qu'est-ce que tu aimerais dire du coup aux femmes qui sont peut-être dans le même cas que toi? Il faut en parler. Qu'il faut en parler, il faut pas rester dans le silence, parce que c'est des choses importantes. Et quoi qu'il arrive, ça te rattrape. Aujourd'hui, j'ai 32 ans. Ça arrive à l'âge de mes 17 ans. Et comme vous avez pu voir tout le parcours que j'ai eu avec la PMA, c'est des choses que j'avais pas soignées. Il faut vraiment en parler, se guérir et puis faire ce qu'il est mieux pour nous. Et surtout d'en parler avec des professionnels si on peut pas en parler enfin avec la famille. Après 6 ans d'attente, est-ce que tu dirais aujourd'hui que ton corps t'a finalement jamais empêché de devenir mère? Mais est-ce qu'il a essayé et qu'il est... Attends, je recommence. Après 6 ans d'attente, est-ce que tu dirais aujourd'hui que ton corps ne t'a jamais empêché de devenir mère, mais plutôt qu'il essayait simplement de te protéger? Je pense que le côté inexpliqué de que je tombe pas enceinte et que j'arrive pas à tomber enceinte, je pense que c'était une question de protection, parce que j'avais pas guéri du coup mes blessures du passé, parce que je me voilais la face. Et je pense que les blocages, il faut les guérir, les sortir pour pouvoir avancer. Et tant qu'on fait pas ça, il y aura toujours des blocages, de mon point de vue. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire aujourd'hui à ton corps? Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Au fond, merci. Merci parce que oui, c'était dur. Oui, on a passé des phases assez compliquées avec la PMA, etc. C'était long, des hauts et des bas. Mais au fond, merci parce que grâce à ça, j'ai pu guérir de mon passé et ça m'a fait évoluer. Donc merci de m'avoir mis ces embûches, enfin ces bâtons dans les roues, comme on peut dire, pour que je puisse guérir de ça et puis avancer dans ma vie. Surtout qu'on n'a jamais envie de les avoir, ces bâtons dans les roues. Si on peut les enlever, pour avancer plus rapidement, ce serait quand même mieux. Est-ce que tu aurais d'autres choses à partager, peut-être aux femmes qui t'écoutent, ou d'autres choses à partager tout court? Qu'on n'est pas seul, que ça arrive plus d'une fois et il faut vraiment pas avoir peur d'en parler. Vraiment, enfin, je me répète encore une fois, mais je pense que dans le passé, j'avais terriblement peur de ça, du jugement, de qu'on croit pas en ce que j'ai vécu, qu'on me dise ah mais t'avais qu'à pas être là, c'est de ta faute, enfin, et j'avais vraiment peur de ça. Et au fond, non, ce n'est pas de ma faute. C'est pas parce qu'il y a ce qui est arrivé que c'est de ma faute. Et ça, faut vraiment le comprendre, que c'est pas de notre faute. On était juste là à la mauvaise place au mauvais moment. C'est vrai qu'on a souvent tendance à accuser les femmes alors que c'est des victimes. Hein. C'est ça. On est des victimes et faut pas normaliser la chose en disant que c'est de notre faute, etc. Non, c'est pas de notre faute. On est des victimes. Enfin, ce qui s'est passé, c'est pas parce qu'il y a eu ci, ça. C'est juste que t'étais là au mauvais moment et que c'était pas entre guillemets, enfin, pas ton heure, mais dans le sens que c'est comme les drames dans la vie de tous les jours. Enfin, par exemple, quelqu'un qui se fait planter, je sais pas où, enfin la gare ou bien sur le chemin. Enfin, c'est pas son heure non plus. Faut pas rester dans le silence. Il faut vraiment parler. Et c'est important aussi, à mon sens, moi, ma posture à moi, de dire, s'il y a des femmes qui sont dans ce cas-là et qui ont vécu les mêmes choses que toi, c'est important aussi de dire les liens que ça peut avoir, quand on souhaite devenir maman, justement, parce que ça peut être une des raisons, quand on vit de l'infertilité inexpliquée, ça peut être une des raisons qui fait que le corps se protège, en fait, de la grossesse, parce que ça vient, remettre en miroir des choses. Si le corps se bloque et se protège, souvent c'est qu'il y a une bonne raison. C'est ça. T'as tout dit. Est-ce que tu veux ajouter d'autres choses, Aline, ou c'est ok pour toi? Et je pense qu'on a fait le tour quand même. Mais je me répète, enfin vraiment, restez pas seul vis-à-vis de ça. Parlez-en avec des professionnels. Parlez-en peut-être pas avec votre famille, mais avec des professionnels. Et puis, quoi qu'il arrive, il faut garder espoir. Garder espoir avant ses rêves, avancer la tête haute. Et regarder, avec tout le parcours qu'on a eu,
Faut se rappeler aussi que je suis enceinte, du coup. Et qu'on est trop heureux, enfin, ouais, avec tout ce qu'on a eu, enfin, faut jamais, jamais, jamais baisser les bras, toujours avancer et quoi qu'il arrive, ça viendra un jour. Merci Marine d'avoir Je t'en été prie, avec témoin du coup. plaisir. En tout cas, merci Aline pour ce témoignage. J'imagine que c'était pas évident pour toi de témoigner de tout ça, aussi de revenir sur cette histoire, mais pour moi c'est important aussi de montrer justement vos histoires parce que c'est aussi à travers ça que peut-être des femmes pourront se reconnaître, mettre des mots en fait sur ce qu'elles ont vécu. Donc merci à toi d'avoir partagé tout ça aujourd'hui. C'est normal. Si je peux aider quelqu'un, si je peux faire avancer les personnes qui ont vécu pareil que moi ou quelque chose de similaire, ben, je serais très heureuse de pouvoir les aider, enfin, que tu puisses les aider, enfin, qu'elles puissent en parler, qu'elles puissent sortir de leur bulle, enfin, De leur ou- isolement, ouais. ouais, de l'isolement, en fait, clairement, et qu'elles puissent avancer dans leur vie, quoi. Pas rester bloquées sur des choses où elles n'y en sont pour rien, en fait. Merci pour ton témoignage. Merci beaucoup, Marine, de m'avoir écoutée puis d'avoir parlé de ça avec moi. Avant de te laisser, j'avais envie de prendre quelques minutes pour ouvrir une réflexion seule. Parce que l'histoire d'Aline, elle dit quelque chose de plus grand que son parcours à elle. Elle met en lumière un angle dont on ne parle encore que trop peu. Ce que la PMA peut réveiller dans le corps d'une femme. La PMA, c'est souvent présenté comme un protocole, une suite d'étapes, d'examens, stimulation, injection, transfert. Et sur le papier, tout semble logique, mais dans le corps, c'est autre chose. Quand une femme a vécu une agression sexuelle ou même une sexualité subie, une expérience gynécologique vécue comme intrusive, le cerveau peut alors enregistrer quelque chose de très simple. Quand ça rentre, je ne suis pas en sécurité. Et quand cette femme entre en PMA, même si elle le veut de tout son cœur, même si elle est prête mentalement, son système nerveux, lui, peut revivre une partie de l'histoire. Pas parce qu'elle exagère ou pas parce qu'elle bloque, mais parce que son corps fait ce qu'il sait faire, se protéger. Et c'est là où je me pose une question. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer une PMA qui ne prenne pas en charge seulement le corps, mais aussi l'histoire du corps? Je ne suis pas allée en PMA moi-même, donc je ne prétends pas aujourd'hui savoir comment chaque centre de PMA prend en charge aujourd'hui. Je sais qu'il existe souvent des psychologues lorsqu'on fait un parcours PMA, et je trouve ça précieux de pouvoir avoir une aide et une personne à qui on puisse parler de ce parcours-là. Mais je me demande si, dès l'entrée dans le parcours, il ne pourrait pas y avoir quelque chose de plus systématique, de plus fin ou de plus humain en tout cas. Par exemple, je pense à un questionnaire d'accueil qui serait proposé à chaque patiente en fait. Pas seulement médical, mais un questionnaire émotionnel. Un questionnaire simple, respectueux, optionnel, avec des questions par exemple comme est-ce que tu as déjà vécu une fausse couche ou un IVG, une grossesse arrêtée? Parce que ça, en fait, c'est important et on doit le prendre en compte dans un parcours PMA. Si la personne n'a pas fait son deuil, par exemple, d'un IVG, ça peut venir bloquer, en fait, ou verrouiller la maternité pour la suite. Ou des questions comme est-ce que ton rapport au médical est plutôt facile ou plutôt source d'angoisse? Est-ce qu'il y a eu dans ton histoire des intrusions, des violences, des agressions, des gestes subis? Pas pour rentrer dans l'intime par curiosité, mais bien pour ajuster la prise en charge. Parce que si une femme a vécu une agression, alors certaines étapes peuvent être vues comme un miroir. Et on pourrait imaginer des adaptations très concrètes. Proposer par exemple, si elle le souhaite, une soignante femme plutôt qu'un homme. Expliquer davantage chaque geste. Demander un consentement explicite, étape par étape. Ralentir, laisser à la personne une forme de contrôle sur ce qu'elle vit, sur les gestes médicaux. Permettre la présence du conjoint ou d'une personne ressource. Créer un cadre plus doux, plus respectueux du rythme du système nerveux. Et puis aussi arrêter de réduire tout ça à il faut lâcher prise parce que je l'ai malheureusement entendu en séance, il y a aussi des soignants qui ne sont pas empathiques et qui se permettent de dire à mes patientes que c'est de leur faute, qu'elles ont qu'à lâcher prise et que elles sont trop stressées. Quand le corps est en survie, en fait, il ne peut pas lâcher, il se protège et c'est une réaction tout à fait normale. Et moi, là où je me situe, c'est précisément là, dans ce pont entre le protocole et l'humain. Je ne me substitue pas à la médecine, je suis pas là pour dire que la PMA ne sert à rien. Au contraire, la PMA est une chance, à notre époque, mais je crois qu'on pourrait maximiser les chances de réussite si on arrêtait de considérer que la patiente est juste un corps à stimuler, et qu'on reconnaissait aussi son histoire familiale, son vécu corporel. Et si des professionnels ou des centres de PMA écoute ce podcast, j'ai envie de dire ceci. Je crois profondément qu'une collaboration peut être possible,
pas une opposition, mais plutôt une alliance. Parce que la PMA a besoin de ça, et les clientes ont besoin de ça. C'est aujourd'hui pour ça qu'elles viennent me chercher. Une alliance où le centre fait ce qu'il y a de mieux, la science, le suivi, la technologie, la technique, et où des approches complémentaires peuvent aider à libérer ce qui parfois peut freiner dans l'invisible, la peur, l'alerte, la dissociation, les loyautés ou même les traumas. Pour que les femmes ne se sentent pas défaillantes, pour qu'elles se sentent accompagnées dans toutes leurs dimensions, et pour que la PMA ne soit pas seulement un parcours, mais un espace de réparation, de sécurité et de dignité. Voilà la vision que j'avais envie de poser après l'histoire et le partage d'Aline. Si cet épisode a résonné pour toi, sache une chose, ton corps n'est pas ton ennemi, il est peut-être juste en train de te protéger. Et il attend peut-être que tu sois aujourd'hui en sécurité pour s'ouvrir à la vie. Merci d'avoir écouté cet épisode de Miracle en devenir. Si tu as aimé, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Tu peux aussi laisser une note ou un commentaire sur la plateforme de podcast que tu utilises. Cela m'aide beaucoup à faire connaître le podcast et à partager de l'espoir aux femmes qui en ont besoin. Tu peux également me retrouver sur Instagram en tapant mon nom, Marine Dauge-Brocard, pour retrouver des conseils, des partages inspirants ou pour en savoir plus sur mes accompagnements. Je publie aussi d'autres contenus en lien avec la maternité et la fertilité sur ma chaîne YouTube. Et si tu cherches du soutien dans ton propre parcours, tu peux découvrir mes accompagnements en ligne en te rendant sur mon site internet. Il te suffit pour cela de taper mon nom. Je serai ravie de t'accompagner. Prends soin de toi et à bientôt pour un prochain épisode.